de nous rejoindre pour ce webinaire ce matin consacré à la troisième grande étude de l'Observatoire BPCE de l'économie du sport. Vous le savez, nous sommes depuis la fin de l'année 2018 le premier partenaire français des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et ça n'est pas un hasard, nous le sommes d'abord parce que l'histoire de notre groupe, des banques populaires, des caisses d'épargne, de Natixis-IM, de Natixis-IB Données, du Crédit Coop, de Palatine, de la CASDEN, c'est une histoire longue avec le sport, avec les équipes nationales et les fédérations. Je pense à la voile, je pense au ski, je pense au hand, je pense au volley, je pense aussi au soutien que Natixis apporte au Racing 92. Je pense auprès de 220 athlètes que nous soutenons individuellement dans tous les territoires, ce qui fait de notre groupe le premier soutien privé aux athlètes individuels en France, et ça c'est assez exceptionnel. Si nous sommes partenaires des Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024, le plus grand événement jamais organisé en France, ça sera plus de 15 000 athlètes, près de 20 000 journalistes, plus de 13,4 millions de billets commercialisés. Ça sera peut-être 3 ou 4, peut-être plus, milliards de téléspectateurs, sans compter tous les spectateurs qui seront présents au moment de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024 à 20h24. Nous le sommes partenaires parce que nous voulons mobiliser nos 35 millions de clients, engager tous nos collaborateurs. Nous voulons activer, animer nos sociétaires. Nous le ferons en les invitant à ces épreuves olympiques et paralympiques de l'été 2024. Nous le ferons en nous engageant sur le relais de la flamme qui, pendant près de 70 jours, fera, avec cette flamme olympique qui arrivera à Marseille en mai 2024 et qui fera le tour de l'ensemble de nos entreprises en région et de nos grandes régions françaises. Et puis, si nous sommes partenaires des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, c'est aussi parce que nous avons l'ambition d'être tout simplement la banque du sport. Nous sommes déjà, dans chacun de nos métiers, dans chacune de nos expertises, des acteurs majeurs de l'économie du sport. En finançant les infrastructures sportives, nous sommes, le groupe BPCE, avec ses réseaux, le premier financeur des infrastructures sportives en France, en étant le premier financeur privé des collectivités locales. Nous soutenons aussi le financement des athlètes de haut niveau. Beaucoup d'expériences sont aujourd'hui engagées dans nos entreprises. Nous soutenons aussi le financement des athlètes du dimanche, des athlètes comme vous et moi, qui pratiquent de façon occasionnelle le sport, avec des prêts ou des offres dédiées pour les aider à s'équiper. Vous le voyez, le sport, c'est une affaire longue pour notre groupe BPCE et chacune de ses entreprises. C'est une affaire d'engagement, de mobilisation, et puis c'est une affaire au cœur de nos business, au cœur de nos métiers. Pour positionner le groupe BPCE et ses entreprises comme des acteurs de référence dans ce secteur de l'économie du sport, pour que nous soyons à la hauteur de nos ambitions, être la banque du sport à l'horizon 2024-2025, il fallait aussi mobiliser nos meilleurs économistes. Et c'est la raison pour laquelle le groupe BPCE a créé il y a maintenant 3 ans l'Observatoire BPCE de l'économie du sport et qui fait aujourd'hui référence en France auprès des pouvoirs publics, auprès de la filière du sport, auprès des collectivités locales, auprès des 120 000 entreprises sportives, auprès des 365 000 associations sportives que compte notre pays. Et cet observatoire a rendu des études qui font désormais date, une première étude qui est une cartographie des entreprises du sport, et puis ensuite une étude d'actualité sur les conséquences de la crise sanitaire et du Covid sur cette filière du sport en France. Et puis, c'est la présentation qui vous sera faite dans un instant aujourd'hui, une étude sur les challenges d'une championne de notre filière du sport en France, avec 3 focus.
l'un sur les pratiques sportives, une approche qualitative, l'autre sur les collectivités locales qui jouent un rôle absolument prépondérant et auprès desquelles nos banques populaires et nos caisses d'épargne sont très présentes. Et puis surtout, et c'est ça qui est beaucoup ressorti dans les médias, la part que le sport occupe dans le produit intérieur brut français, qui est une part absolument significative et qui montre que c'est un secteur plein et entier, source de développement, opportunités de business pour chacune de nos entreprises. Je vous propose, avant d'accueillir nos deux économistes, Julien et Alain, de voir en images les quelques chiffres clés de cette étude. De la direction des études économiques du groupe BPCE pour vous présenter cette troisième étude de l'Observatoire BPCE de l'économie du sport. Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors effectivement, nous allons vous présenter cette troisième étude. Comme l'a dit Benoît, on a investi depuis plusieurs années sur le sujet de l'économie du sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est bien reconnu dans cet univers de l'économie du sport. On a peut-être une particularité, c'est d'avoir travaillé d'une façon un peu différente de la moyenne des économies du sport, de peut-être moins nous consacrer au sport professionnel, à la dimension très visible du sport, et davantage nous préoccuper de la création de richesses par l'économie du sport elle-même, d'aller aussi au-delà des catégories statistiques habituellement reconnues dans le sport, mais qui finalement en donnent une vision un peu étriquée, et d'aller voir effectivement au-delà de ces catégories traditionnelles, qu'est-ce qui relève effectivement du sport, et puis enfin d'aller creuser parmi les différentes catégories d'agents économiques, celles qui d'une façon ou d'une autre sont reliées au sport, ce qui nous a permis de rendre compte d'une vision un peu plus globale de l'économie du sport, de ce qui est fait. Et les travaux que nous avons accomplis au cours de l'année 2022 ont en particulier mis en évidence une filière finalement beaucoup plus riche et puissante qu'on pouvait l'imaginer, mais également à certains égards un peu fragile, en tout cas avec des challenges, comme le disait Benoît. Et c'est ce que nous allons essayer de vous présenter aujourd'hui avec Julien, qui va vous présenter la première partie, précisément celle qui est la plus emblématique, c'est-à-dire la part du PIB du sport aujourd'hui dans l'économie. Merci Alain. Voilà. Donc effectivement, on s'est posé la question, donc, quelle est la part du sport dans l'économie? Et donc tout naturellement, on a essayé de regarder donc, quel est le poids économique, le poids du sport dans le PIB. Alors, qu'est-ce que le PIB? Le PIB du sport, c'est la somme de toutes les dépenses finales en biens et services sportifs. Et donc, comment on calcule le PIB du sport? Tout simplement en ajoutant la consommation, l'investissement et le solde, en corrigeant les effets du solde extérieur. Alors, sur la consommation spécifiquement, on a regroupé en trois blocs donc la consommation des ménages en sport. Premièrement, on a l'achat et les locations d'articles de sport, avec évidemment Decathlon, des gros noms qui sont qui font en fait ce maillage très très fort des achats et des locations d'articles de sport pour à peu près 20 milliards d'euros. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est vraiment le cœur de la consommation des ménages en sport. C'est l'exercice de l'activité sportive pour 35,5 milliards d'euros. Et donc, on retrouve à la fois les cours scolaires, enfin le sport scolaire, donc notamment à travers la pratique des professeurs de PS, enfin des étudiants et à l'école. Ensuite, on a le sport en milieu associatif.
Également le sport privé à travers notamment les coachs privés, le sport tourisme, etc. Donc vraiment c'est le cœur en fait de la consommation des ménages en sport, donc l'exercice de l'activité physique. Et ensuite on a un troisième bloc qui est celui plutôt de la consommation passive entre guillemets de sport, c'est-à-dire le sport en tant que divertissement. Donc les événements professionnels, la billetterie, les paris sportifs et également la dimension des médias, donc abonnement à RMC Sport, etc. Ensuite, on a une deuxième dimension donc, dans le PIB du sport, c'est l'investissement, pour 12 milliards d'euros. Donc 12 milliards d'euros qui se ventilent premièrement en 7 milliards d'euros d'investissement des entreprises donc du sport. C'est par exemple une entreprise qui fabrique des skis, qui investit dans des nouvelles machines, qui fait de la R&D ou qui achète des brevets. Et vous avez aussi, on a fait une petite entorse en fait à la méthodologie de l'INSEE puisqu'on a intégré aussi le sponsoring pour 1,4 milliard d'euros dans les 7 milliards d'euros d'investissement dans le sport. Alors parce que donc, selon nous, le sponsoring est une dépense des entreprises qui vise in fine à valoriser l'image des entreprises, enfin de l'entreprise et donc de récolter des bénéfices plus tard, donc d'accroître sa production, ce qui est quand même la définition de l'investissement. Et ensuite, on a une autre dimension qui est l'investissement, 5,3 milliards d'euros d'investissement qui était issu du secteur non marchand, c'est-à-dire le secteur associatif et le secteur public, donc les collectivités territoriales et l'État. Alors, si on résume en fait toutes ces différentes lignes comptables donc, dans le PIB du sport, on a à la fois la consommation, donc quasiment 53 milliards d'euros, l'investissement un peu plus de 12 milliards d'euros, et ensuite on corrige les effets donc, du solde extérieur pour à peu près 1 milliard d'euros, et donc on a 64 milliards d'euros de PIB du sport en France, en fait, juste avant la crise, en 2019. Alors 64 milliards d'euros, c'est majeur, ça représente 2,6% du PIB. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est autant que le secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc le sport est vraiment un secteur majeur de notre économie. Alors, toutefois, cet exercice est vraiment conditionné à certaines règles comptables, puisque donc, on a estimé donc, le poids du sport dans le PIB, et donc le PIB revêt vraiment une logique extrêmement comptable, de comptable national, et ça ne fait pas totalement honneur au poids réel du sport dans l'économie et dans la société, pour plusieurs raisons. Premièrement, le bénévolat n'est pas pris en compte dans le PIB du sport. On sait que le poids du secteur associatif dans le sport est très important, notamment à travers les 180 000 équivalents temps plein, donc qui sont des bénévoles, et donc qui ne sont pas valorisés dans le PIB du sport. Deuxièmement, il y a une surreprésentation du secteur non marchand, c'est-à-dire secteur public et associatif, et qui fait que ce secteur-là n'est pas valorisé au prix de marché, il est plutôt valorisé au coût de production. Prends par exemple un cours d'EPS qui est donc valorisé au salaire du professeur d'EPS et non au prix de marché comme peut l'être un professeur ou un coach sportif dans le privé. Donc on voit bien qu'il y a une diminution en fait, du poids du sport dans le PIB à travers notamment cette dimension non marchande qui est prépondérante dans le sport. Et troisième et dernière dimension qui conduit à sous-estimer le poids du sport dans le PIB, c'est la présence d'externalités positives. Le sport est vraiment un secteur à forte externalité positive à travers notamment la dimension donc, de préservation du capital santé, de la cohésion sociale, l'attractivité économique de certains territoires. Donc on voit que c'est un secteur qui est extrêmement puissant à travers son poids dans le PIB, mais pas que, aussi à travers son maillage, son tissu en fait, productif des entreprises du sport qu'Alain va vous présenter maintenant. Merci. Alors effectivement, le tissu productif, c'est ce qui nous a permis notamment d'évaluer la consommation de biens et services sportifs par les ménages. Donc ça a été l'un des éléments constitutifs de notre approche. Et là, on voit une particularité de notre approche, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de prendre les 11 codes NAF, c'est-à-dire codes sectoriels qui authentifient le sport dans la comptabilité nationale. On est allé identifier l'ensemble des entreprises dont l'essentiel de l'activité est dédié au sport. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que si on ne fait pas ça, on rate d'une certaine façon tout un pan de l'économie du sport, en particulier les services, mais une grande partie du commerce, le tourisme sportif, les paris sportifs, les médias sportifs. Voilà, ça suppose d'une certaine façon que l'équipe ne fait pas partie de l'économie du sport.
etc. Donc pour toutes ces raisons, on est allé identifier l'ensemble des entreprises qui, en tant qu'entreprise privée, ont principalement une activité dans le sport. Et ça nous a conduit à identifier 128 500 entreprises. Alors, par rapport aux 100, 110 000 entreprises qui étaient déjà répertoriées, effectivement, on a ajouté de nouvelles entreprises, mais surtout, ça nous a permis d'identifier eh bien, près de la moitié du chiffre d'affaires des entreprises du sport dans ces entreprises qui n'étaient pas répertoriées par l'INSEE. Alors une fois qu'on a fait ça, on a les moyens ensuite de faire un diagnostic de l'économie marchande, l'économie privée du sport. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment une sorte d'environnement marchand à deux vitesses. On a d'une part un univers extrêmement fragmenté avec à peu près 100 000 entreprises sans salariés, vous voyez, 101 000 entreprises sans salariés, pour l'essentiel des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs individuels, pour une plus faible part des sociétés. Et donc, c'est la plus grande part des entreprises, mais vous voyez que ça contribue seulement à 10% du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'économie du sport. Donc, grande fragmentation, mais en même temps, également, grande concentration de l'activité. Puisque si on regarde de l'autre côté les entreprises qui ont 10 salariés et plus, donc les PME et ETI, très peu de grandes entreprises, on a là à peu près 3500 entreprises qui font quasiment plus de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc l'essentiel de l'activité du secteur privé. Donc un secteur très fragmenté, beaucoup de micro-entreprises, d'entreprises sans salariés et quelques entreprises de plus grande taille, à peu près 3500, qui font l'essentiel du chiffre d'affaires. Alors on le voit d'autant mieux si on regarde les choses à travers une approche qui est sectorielle. On vous a ici présenté deux grandes représentations. Une qui est le poids économique des acteurs, c'est-à-dire leur contribution en termes de chiffre d'affaires à l'ensemble de la filière, et une autre à droite qui est le poids démographique, c'est-à-dire le nombre d'entreprises. Vous voyez qu'on a une très forte asymétrie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde l'amont de la filière de l'économie du sport, c'est-à-dire ce qui permet de faire du sport, donc soit la fabrication d'articles sportifs, soit la mise à disposition et la maintenance d'équipements sportifs, soit la vente d'articles de sport, on est dans des domaines où les entreprises ont besoin d'investir, de faire de la R&D, de développer des réseaux, etc. Et donc elles ont besoin d'être dans une logique d'économie d'échelle et donc de construire des entreprises de taille significative. Et là, on a effectivement dans le commerce, dans la production, dans la mise à disposition d'équipements, un poids économique très important, des chiffres d'affaires très importants, mais vous le voyez, un poids démographique très faible, donc un faible nombre d'entreprises, donc une taille moyenne d'entreprise plus élevée. De l'autre côté, si j'ose dire, si on s'intéresse non pas à l'amont de la filière, mais à la pratique sportive elle-même, alors là, on a besoin davantage de proximité, de flexibilité, d'adaptation aux besoins du client. Et là, on est plutôt dans une relation quasiment unipersonnelle avec le client. Et pour l'essentiel, on a dans la pratique sportive un grand nombre des entreprises, à peu près 55% des intervenants des entreprises qu'on peut identifier sont des entreprises de pratique sportive, des coachs sportifs, des professeurs de sport, alors que ça représente effectivement, vous voyez en jaune, une très faible part du chiffre d'affaires. Donc, fragmentation et concentration, mais ça dépend bien sûr des secteurs. Et puis, dernier point pour montrer à quel point on est sur un secteur extrêmement dynamique, c'est la façon dont démographiquement, en nombre, ce secteur évolue. Et là, on a un secteur qui, d'année en année, a à peu près 10 à 15 000 créations d'entreprises. Même si on retranche les 5 à 6 000 cessations, je dis cessation puisqu'il y a très peu en fait de faillites. Si on retranche les 5 à 6 000 cessations, ça nous fait quand même un rythme de l'ordre de croissance, de l'ordre de 5 à 6% l'an du secteur privé sportif, et donc un dynamisme qui est extrêmement fort. Il y a peut-être un point pour limiter un peu ce diagnostic très positif, c'est que pour l'essentiel et de plus en plus, ces créations sont à nouveau des créations d'entreprises sans salariés,
bien sûr pour l'essentiel dans le domaine du coaching, de l'enseignement, mais même en matière d'entreprise industrielle, même en matière d'entreprise de services, c'est avant tout des créations d'entreprises sans salariés auxquelles on peut assister. Donc on a une situation d'un secteur privé extrêmement dynamique, mais effectivement qui est très fragmenté. Maintenant, si on passe au sujet des collectivités territoriales, alors pourquoi les collectivités territoriales? Parce que à côté du secteur qu'on a vu privé marchand, comme vous l'a dit Julien tout à l'heure, on a aussi une pratique non marchande qui est extrêmement importante. On avait abordé en 2020 toute l'analyse du monde associatif, mais on n'avait pas du tout abordé la pratique publique. Et en particulier, quand on s'intéresse à l'univers public, eh ben, on se rend compte que les a priori qu'on a ne sont pas nécessairement justes. On a en général l'idée que le principal sponsor, si j'ose dire, public du sport, c'est l'État. Et en fait, on en est bien loin. L'État, à travers son ministère des Sports, soutient pour environ 1 milliard d'euros la pratique sportive, les fédérations, etc. Son intervention via l'éducation nationale à travers l'enseignement sportif est beaucoup plus importante, plus de 5,5 milliards d'euros, mais l'essentiel de l'effort public qui est porté sur le développement du sport, sur le soutien au sport, est en fait porté par les collectivités territoriales, qui sont de loin le premier acteur, premier financeur public du sport, avec une dépense annuelle qui est de l'ordre de 2,5 fois de la dépense qui est faite autour des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, il s'agit d'une dépense annuelle. Donc le soutien des collectivités locales est absolument majeur dans le fonctionnement du sport, et en particulier dans le sport de proximité. Ayez en tête que le deuxième budget des communes, c'est le sport, juste derrière l'enseignement. On voit à quel point le sport prend une place dans la politique locale qui est absolument fondamentale. Alors, l'une des expressions de cette place, c'est l'investissement. Je vous ai parlé de 12 milliards de dépenses budgétaires chaque année qui sont dédiées au sport par les collectivités territoriales. Là-dessus, plus de 4,5 milliards sont consacrés à l'investissement principalement dans des équipements sportifs. Quand on s'intéresse aux équipements sportifs, on a la chance de disposer en France d'une base des équipements sportifs qui est maintenue par le ministère, et on sait que plus de 80% des équipements sportifs sont aujourd'hui détenus, propriété des collectivités territoriales. Ça reste, c'est un poids particulièrement important. Alors elles sont un peu moins gestionnaires parce que parfois elles en confient la gestion, notamment à des associations, mais sur le fond, elles jouent un rôle tout à fait déterminant dans cette mise en œuvre de l'investissement dans des équipements sportifs, même si vous le voyez, quand on regarde ce qui se passe depuis 2005, on voit quand même une montée d'investissement du côté des acteurs privés, avec 20% des équipements privés qui sont depuis 2005 gérés, des équipements qui sont gérés par des acteurs privés. Alors, cette situation nous renvoie un peu à un point d'actualité, et justement derrière cette force, une fragilité, c'est la question de la rénovation. On a aujourd'hui un parc sur lequel il y a eu beaucoup d'investissements, je vous l'ai dit. Quand on regarde le parc qui a été construit depuis 2005, on a plus d'un quart du parc qui a été soit mis en service, soit rénové depuis 2005. Donc l'effort de rénovation, de mise à jour du parc, il est considérable, mais en même temps, il n'est pas non plus complètement suffisant. Quand on observe juste le parc qui a été construit avant 1985, donc il y a près de 40 ans, eh bien ce parc à 58% n'a pas été rénové. Ce parc construit avant 85 représente aujourd'hui 22%. Construit avant 85 et non rénové, constitue 22% des équipements. Et on voit bien sur la carte à quel point, eh bien, sur un grand nombre de territoires, c'est un problème. Qu'on regarde du côté de l'Île-de-France, où il y a quand même une forte concentration de besoins de rénovation, qu'on regarde du côté de l'Alsace ou de la Champagne, qu'on regarde du côté
de Provençal-Côte d'Azur avec, par exemple, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse ou le Var, ou qu'on regarde du côté de la Bretagne avec aussi bien les Côtes-d'Armor que le Morbihan, on a un besoin de rénovation qui reste extrêmement fort et qui est particulièrement marqué sur les 4000 équipements indoor qu'on peut identifier là à travers les salles polyvalentes, les piscines et les gymnases, qui constituent un vrai sujet d'équipement massif. Alors pourquoi c'est un sujet si important? C'est un sujet si important parce que derrière la question de cette rénovation, il y a en plus aujourd'hui, en termes d'actualité, la problématique du mix énergétique, en particulier de ces équipements indoor ou d'intérieur. Quand vous regardez l'ensemble des équipements, gymnase, piscine, salle polyvalente, vous voyez bien que la majorité des sources d'énergie utilisées dans le mix énergétique, pour tous équipements, à chaque fois la première ligne, la majorité sont des énergies fossiles. Même quand vous regardez les équipements mis en service depuis 2005, la deuxième ligne, vous voyez que là encore, la majorité des énergies sont des énergies fossiles. Donc on a un sujet absolument majeur de mise à niveau, y compris pour les équipements les plus récents, du mix énergétique, avec bien sûr une part du gaz qui est absolument déterminante. Même quand on regarde les équipements qui sont certifiés HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, là encore, alors les énergies fossiles sont plus majoritaires, mais elles sont quand même pas loin de l'être. Et là encore, on voit qu'il reste beaucoup à faire. Et pourtant, on n'a guère que 4000 équipements qui sont certifiés HQE. Ça représente certes 23% des piscines, mais c'est à peine quelques pourcents des gymnases et des salles de sport. Donc on a un sujet autour de l'énergie, autour de la rénovation, qui est absolument majeur pour les années à venir, pour remettre à niveau cet équipement sportif. Je vais passer la parole à Julien pour la suite. Merci. Alors, effectivement, il y a un enjeu de transition énergétique avec donc, les prix de l'énergie qui ont fortement augmenté. Et on a tous vu, donc, notamment l'été dernier, des fermetures notamment de piscines, à cause de cette flambée des prix de l'énergie. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'estimer l'impact, le surcoût d'inflation à la charge des collectivités territoriales uniquement sur le segment de leurs dépenses sportives. Et donc, en fait, on s'est aperçu que la partie du surcoût qui est liée à l'énergie, c'est entre guillemets que 56%. C'est-à-dire c'est majoritaire, l'énergie est majoritaire dans ce surcoût, mais elle n'est pas la seule composante du surcoût d'inflation pour les collectivités territoriales. Alors pourquoi? Parce que donc, les dépenses, le coût de l'investissement est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3 ou 4 ans. Construire un stade aujourd'hui coûte beaucoup plus cher que construire ce même stade il y a 3 ou 4 ans, à cause notamment de l'augmentation des coûts des matières premières, des matériaux, etc. Il y a aussi une augmentation des frais de personnel à cause de l'augmentation, liée plutôt à l'augmentation de la valorisation du point d'indice pour les salariés, les fonctionnaires des collectivités territoriales. Et puis il y a tout un tas d'autres dépenses qui ont augmenté, dont le prix a augmenté. Donc on a à peu près 12%, donc ce surcoût inflationniste, 1,5 milliard d'euros, représente à peu près 12% du total des dépenses des collectivités territoriales en sport. Ça va surtout être à la charge des communes pour 1 milliard d'euros ou alors de leur émanation à travers la coopération intercommunale pour 400 millions d'euros. Donc c'est quand même un surcoût qui est colossal et qui vient en fait percuter des dépenses des collectivités, un budget plutôt des collectivités territoriales qui est déjà sous forte contrainte et en perte progressive d'autonomie. Donc avec notamment la fin de certaines taxes ou de certains impôts, les collectivités territoriales font face à de nombreuses contraintes de leurs finances. Alors évidemment, ce surcoût inflationniste vient renforcer certains risques, notamment des restrictions du service public à travers les fermetures de certains équipements, on l'a vu, donc je ne vais pas revenir sur fermeture de piscines notamment, mais aussi il pourrait y avoir, de manière contrainte, des baisses de subventions aux associations sportives compte tenu de cet environnement défavorable. Ensuite, il y a un risque aussi de réduction de l'investissement, voire de hausse de l'endettement.
très simple. On a un budget qui est contraint, on a une hausse des charges courantes à cause de l'inflation. Eh bien, soit on augmente l'investissement, mais au détriment donc de l'endettement, soit si on a un endettement qui est contraint, eh bien on réduit l'investissement. Donc il y a vraiment un certain nombre de risques qui sont assez bien identifiés, dont certains sont déjà manifestés. Ensuite, comme tout risque, il y a aussi des opportunités face à cette situation. Première opportunité, c'est la coopération intercommunale. La coopération intercommunale s'est renforcée au fil des années, au fil de la dernière décennie, mais pas que, et pourrait aussi se renforcer à l'aune de ce nouvel environnement de prix. Pourquoi ? Parce que la coopération intercommunale permet de faire de nombreuses économies d'échelle, permet de maintenir un service public de proximité tout en respectant et en optimisant les dépenses donc, qui, comme je l'ai dit, sont sous contrainte. Ensuite, il y a une deuxième opportunité qui est évidemment celle de la transition énergétique des équipements sportifs. Alain vous l'a dit tout à l'heure, on a des défis notamment sur le mix énergétique. Eh bien, cette crise inflationniste, cet environnement inflationniste pourrait être l'occasion pour les collectivités territoriales d'accélérer leur transition énergétique, parce que donc, lorsqu'on est dans un environnement où les prix de l'énergie sont extrêmement élevés, eh bien, le coût d'opportunité, il y a vraiment un intérêt très très fort à faire des rénovations énergétiques, notamment pour les équipements sportifs. Alors, ce tableau peut paraître un petit peu noir, etc., mais il faut quand même ne pas oublier que le sport reste une priorité politique de premier plan pour les élus locaux. Lorsqu'on a mené des enquêtes auprès des élus, on voit très bien que le sport est vraiment extrêmement fort, extrêmement puissant dans leur politique locale. Et notamment, on a vu dans les données que le sport est vraiment le deuxième poste de dépense pour les communes, juste après l'éducation. Donc ça veut quand même dire que le sport est un élément prépondérant de la politique locale. Alors, il devrait être pénalisé, mais pas davantage que d'autres domaines dans cet environnement inflationniste, notamment parce qu'il y a un côté extrêmement, notamment de cohésion sociale, d'attractivité territoriale, qui se fait à travers donc, la pratique sportive et notamment par l'intermédiaire des associations sportives et notamment donc, des licenciés, qui est en fait le sujet prépondérant de la troisième partie. Je passe la parole à Alain. Julien, alors effectivement, le lien entre les collectivités territoriales et les associations est extrêmement étroit. Pendant très longtemps, et ça reste encore assez largement le cas, les associations sportives ont été un peu le bras armé de la politique territoriale en matière de sport. Et on a eu envie d'essayer de faire une sorte de diagnostic de ce qui s'était passé post-crise sur le monde associatif pour mieux comprendre notamment les évolutions de la pratique. Et là, on va commencer par un petit panorama de cette pratique sportive associative, hein, sachant que c'est pas la plus répandue. La plus répandue, c'est le sport autonome. Hein, effectivement, c'est le petit footing du dimanche et le vélo qu'on fait entre copains. Mais la pratique sportive associative est le deuxième type de pratique. 14,4 millions, soit de licenciés, soit de titres temporaires de pratique pour certains sports qu'on fait seulement 2 ou 3 fois dans l'année ou à titre un peu touristique. Il y a les fameux titres ATP. Donc si on prend l'ensemble de ça, 14 millions de licences. Alors bien sûr, le premier sport qui n'est pas une fédération spécifique, c'est le sport scolaire et universitaire. Et ensuite, on peut identifier les grands sports parmi les fédérations unisport. Voilà, on a toujours le football qui est au firmament de la pratique sportive. Le tennis continue à bien se tenir avec l'équitation, même si tous les deux sont un peu en recul, on va le voir. Et puis ensuite, le basketball et cinquième sport, le golf. Alors, golf intéressant, on n'imagine pas nécessairement que c'est la 5e fédération unisport, et pendant longtemps, ça ne l'a pas été d'ailleurs. Et ça l'est devenu là en 2021, et ça nous montre que précisément, il y a une transformation de ces pratiques sportives. Alors, on va un peu creuser sur la nature de ces transformations. Qu'est-ce qu'on voit comme type de transformation à travers ce graphique
qui peut sembler un peu compliqué, mais au fond, on prend une base 100 en 2012 et on voit où va le nombre de licenciés en 2019. Et vous voyez qu'en particulier pour les sports de tir, on a augmenté de 50% le nombre de licenciés entre 2012 et 2019. Pourquoi 2019 ? Parce que c'est avant la crise. Ça permet d'avoir un registre, d'un environnement sans être perturbé par la crise de la Covid. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de sports qui tirent bien leur épingle du jeu. Sport de tir, l'athlétisme, la randonnée, des sports nautiques, etc. Et d'autres, en revanche, qui sont plus problématiques, les sports équestres, le judo en recul, le tennis également, même s'il ne soit pas là, etc. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre finalement qu'on a un univers sportif qui est en phase de transformation assez profonde. Transformations qui sont d'une part une transformation vers des sports qui sont des sports beaucoup plus ouverts à l'extérieur, beaucoup plus ouverts au contact avec la nature d'une part, et d'autre part vers des sports qui sont beaucoup plus diversifiés que les sports traditionnels sur lesquels on avait jusque-là les grands, comment dirais-je, l'essentiel des populations, des jeunes qui venaient développer ce sport, par exemple le football. Alors le football se maintient bien parce qu'il y a une dynamique qui est liée notamment aux résultats de l'équipe de France, mais sur d'autres sports comme le tennis, voire le judo, là il y a une tendance à une forme de recul. Et donc d'un côté, transformation du sport vers une pratique davantage de loisirs, davantage de relations avec la nature, davantage d'ouverture et peut-être moins de performance. Et de l'autre côté, des attentes de diversification qui font que, en particulier, alors les sports de tir, mais également certains sports de combat, parce que si le judo se réduit, la boxe, le karaté augmentent, mais aussi des sports qui changent nos pratiques, comme l'escalade, etc., sont en train de se développer. Donc une évolution globale qui nous montre qu'il y a une transformation de la pratique sportive. Mais derrière cette transformation, puis cette légère augmentation de 2012 à 2019, plus 5%, il y a aussi d'autres transformations plus profondes. Par exemple, si on regarde les seniors, alors leur part a augmenté dans la population totale, mais leur part a encore plus augmenté dans le nombre de licenciés. Ils ne font pas plus 5% comme la moyenne, mais plus 32% de licenciés qui ont plus de 60 ans. Et là, ça nous renvoie aussi au fait que leur arrivée assez massive dans la pratique sportive. Alors, pour une part, ils étaient déjà sportifs et ils le restent, mais c'est des grands contingents qui viennent à changer la pratique sportive et viennent à changer, là encore, vers les sports de bien-être, vers les sports orientés santé et vers une forme de diversification. Ils sont notamment en partie à l'origine de la montée du golf ou de la montée de la randonnée, également la pétanque, mais on voit à quel point ils sont en train du fait de leur part dans la population, de transformer les pratiques sportives et donc de transformer les attentes qui sont portées vers les fédérations, qui sont aujourd'hui peut-être pas encore dans l'état d'esprit de toujours répondre à ces attentes qui sont de nature différente, des attentes de performance, de développement d'une élite, etc. Là, il y a un autre sujet qui est un sport de proximité, mais de loisir, de plaisir. Autre dimension de transformation profonde, c'est le sport féminin. On a seulement 38% et demi des licenciés qui sont des femmes. Ça n'empêche, c'est 1,5 point de plus qu'en 2012, donc il y a quand même une progression. Malgré cette progression, il y a beaucoup de disparités, c'est-à-dire qu'on a plus de 40% des femmes de plus de 60 ans ou des femmes de moins de 20 ans qui sont licenciées, mais quand on regarde les 30-59 ans, là, le taux de licenciés est beaucoup plus faible. Donc on a ce premier sujet qui est une montée progressive du sport féminin, mais qui est très asymétrique et qui continue à être problématique, notamment pour les 45-59 ans. Puis on a une deuxième dimension qui est la façon dont les femmes font du sport, et là on voit des évolutions assez marquées.
ce qui étaient les bastions féminins de la pratique sportive, donc en l'occurrence la gymnastique et l'équitation, restent les bastions féminins de la pratique sportive. En revanche, on voit sur la ligne en rouge à quel point on a une progression de la pratique sportive sur des sports qui jusque-là étaient plutôt effectivement des bastions masculins, alors que ce soit notamment les sports de combat, c'est là où c'est le plus marquant et le plus visible, mais on le voit aussi sur les sports de ballon avec le rugby ou le football. Il y a une transformation de la pratique sportive féminine qui est assez marquée et qui est en train de bousculer les références et les assignations de genre sur le sport. Alors ce dont je vous ai parlé jusque-là, c'était 2012-2019, c'était avant crise. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise? Il s'est quand même passé un choc tout à fait considérable. D'abord, on voit dans la pratique sportive totale de la ligne orange que depuis 2017, ça stagne un peu, mais on voit également qu'à partir de 2020-2021, on a une baisse tout à fait considérable de la pratique sportive associative, moins 22% de licenciés entre 2019 et 2021. Et non seulement beaucoup moins de licenciés, on a perdu 4 millions d'adhérents, 4 millions de licenciés, mais on a aussi perdu une grande part des gains qu'on avait fait en matière de féminisation de la pratique sportive. Regardez la ligne violette qui représente le taux de féminisation parmi les licenciés. On a quasiment perdu 5 ans d'évolution en juste 2 ans de crise. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à l'idée qu'on a aujourd'hui un monde des associations sportives qui est assez fortement impacté par la transformation de l'univers du sport. Une transformation du côté des motivations, des aspirations à faire du sport. C'est les aspirations à la santé, au bien-être, au contact avec la nature, au loisir, etc. C'est pas exactement ce qui était toujours l'ADN de certaines associations sportives. Ensuite, dans la pratique sportive, on a une attente de flexibilité dans un monde où l'intrication entre le temps libre et le temps de travail est de plus en plus complexe. Les logiques de programmation extrêmement rigides du monde associatif, qui jusque-là étaient très rigides, rentrent un peu en contradiction avec des modes de vie qui ont changé. Donc là aussi, il faut s'adapter à des attentes. Et puis enfin, on a une diversification des pratiques. Là où on avait une grande part des sportifs qui allaient se concentrer sur le football, le tennis, l'équitation, etc. Il y a aujourd'hui des attentes à quelque chose qui soit à la fois plus diversifié en matière de pratique et en même temps qui prenne en compte davantage d'individualisation dans les façons de faire, ce qui est encore une fois pas beaucoup dans l'ADN du monde associatif. Et donc on a un vrai sujet aujourd'hui de transformation et de mise à jour d'une certaine façon du logiciel des associations sportives pour répondre à ce qui est aujourd'hui la demande de pratique sportive des Français. Voilà, j'en ai fini. Ayons en tête les principaux enseignements, une filière sport qui représente une grande part de l'économie, 2,6% du PIB, 128 500 entreprises marchandes du sport, on a un tissu productif qui crée beaucoup de richesses et qui apporte beaucoup à l'économie, pas seulement du point de vue, c'est pas seulement un secteur qui reçoit de l'argent, c'est aussi un secteur qui produit de la richesse et qui en produit beaucoup. Des collectivités territoriales qui jouent un rôle beaucoup plus important que tous les autres acteurs publics dans le soutien au sport. Et puis enfin, un recul de la pratique associative dont on peut espérer que 2022 viendra compenser par la fin de la crise les effets difficiles de 2020 et 2021. Merci pour votre attention. Merci Alain, merci Julien. Déjà pas mal de questions en ligne de nos participants. Une première, évidemment, sur ce chiffre de 2,6% du PIB. Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. C'est à peu près l'équivalent de la part de l'hôtellerie et de la restauration dans le produit intérieur brut français. Comment tu le positionnes, comment vous le positionnez, ce chiffre, cette part du sport dans le PIB français par rapport à d'autres grands secteurs économiques français?
Non, le seul point de comparaison, c'est voilà, qu'on a en tête, c'est celui de l'hôtellerie-restauration. Voilà, il y a d'autres secteurs, notamment on avait parlé du luxe, je crois, qui était légèrement au-dessus. Mais je crois que vraiment, c'est la comparaison avec le secteur de l'hôtellerie-restauration est vraiment pour moi la plus judicieuse parce que l'hôtellerie-restauration, notamment, était un secteur aussi très touché par la crise Covid. Autant peut-être même voilà, autant que le sport, on va dire, et donc mettre la focale sur le fait que le sport a autant de poids économique que l'hôtellerie-restauration, ça permet aussi à toute la filière de montrer qu'elle est quand même suffisamment puissante et que sa principale fragilité, c'est pas son poids, mais c'est sa capacité à parler en fait d'une seule voix, contrairement peut-être à l'hôtellerie-restauration. C'est aussi ça le but de nos travaux, je pense, et aussi c'est le résultat en fait de certaines, on va dire, rencontres qu'on a pu faire avec le milieu du sport. Ils nous ont dit, en fait, on a été, pendant la crise Covid, aussi maltraité que le secteur en fait, des discothèques, avec des contraintes sanitaires extrêmement fortes. Et on sait très bien que le sport a quand même beaucoup plus... c'est pas le même sport. Voilà, c'est pas le même sport. Et puis, voilà, il y a beaucoup plus d'externalités positives, comme on sait tous, que les discothèques. Donc voilà ce qu'on peut en dire sur le poids économique. Des questions des participants sur les conséquences de la crise du Covid sur le secteur. Est-ce que tu peux revenir en quelques éléments très simples sur ces conséquences et puis peut-être faire une précision sur le fait que la pratique sportive, vous l'avez mesurée, c'est-à-dire la pratique associative dans le cadre des fédérations et de ceux qui ont une licence, puis après toutes les pratiques que vous qualifiez d'autonomes, et là qui sont évidemment plus difficiles à mesurer. Oui, alors sur la pratique sportive, il est évident que en mettant la focale sur la pratique associative, on a fait le choix d'essayer de s'intéresser à ce qui se passe dans cet univers-là, parce que c'est un univers en plus profonde transformation, et comme je l'ai évoqué, qui a plus de défis que les autres univers. Bien sûr, face à la pratique associative, il y a une pratique autonome qui s'est moins réduite, et qui a connu en partie une substitution, notamment avec le sport à domicile, hein, qui est venu un peu compenser la moindre pratique autonome en extérieur. Et puis ensuite, les choses se sont ajustées. Et puis enfin, il y a une autre dimension de la pratique, qui est la pratique marchande, à travers des salles de sport, à travers des lieux d'escalade, des salles de football à 6, etc., qui continue à se développer de fait parce que c'est une tendance longue. Donc là, il s'agissait plutôt de mettre l'accent sur la problématique de l'univers associatif pour la pratique. C'est pas du tout certain que la pratique soit réduite globalement du fait de après la crise en 2022. On le verra, mais en revanche, on voit que ça pose des problèmes, notamment sur ces sujets comme la féminisation, etc. C'est ce qu'on voulait mettre en avant. Maintenant, sur la situation économique du sport, effectivement, il a subi un choc absolument majeur avec la crise de la Covid. Il a quand même été soutenu assez largement, et donc on n'a pas vu de remontée des défaillances majeures sur le sujet parmi les entreprises privées du sport. Donc logiquement, c'est un secteur qui devrait plutôt s'en tirer globalement à la suite de la crise, notamment parce que on va être dans un environnement avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec les grands événements sportifs nationaux ou internationaux, qui reste un environnement qui reste assez porteur pour la pratique sportive. Donc j'ai pas trop de crainte de ce point de vue-là. Voilà, ça n'empêche. Peut-être qu'ensuite il y aura une crise de croissance, mais à court terme, j'ai pas le sentiment que ce soit trop grave de ce point de vue-là. Peut-être un complément sur la pratique associative, c'est une pratique qui est beaucoup plus engageante que la pratique autonome. Donc lorsqu'on voit une baisse de la pratique sportive associative, on
peut aussi se dire qu'il y a des conséquences sur l'engagement aussi des sportifs à pratiquer aussi de manière régulière le sport, contrairement au sport autonome qui, par définition, en fait, c'est un jeu de conscience entre soi-même si on ne va pas courir le dimanche, quoi. Et puis aussi, le sport associatif, c'est aussi une certaine idée du sport et des relations sociales, être aussi en communauté, apprendre aussi peut-être mieux à progresser aussi en association parce qu'on est encadré, avoir du lien social. Et puis aussi, il y a une dimension à travers cette diminution du nombre de licenciés, c'est la fragilisation du budget des associations. Les licences sportives, donc les revenus tirés des licences sportives, c'est vraiment un élément majeur du budget des associations. Donc voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus global que simplement la pratique en elle-même, savoir si elle a augmenté ou baissé, quoi. Question de Sylvie, toute simple, mais qui est effectivement importante. Pourquoi cette étude, vos études, n'ont pas été faites jusqu'ici? Pourquoi, au fond, on est pionnier dans cette analyse économique de la filière du sport? Peut-être par rapport à d'autres pays, oui. Je pense aux États-Unis, à l'Australie ou au Royaume-Uni, où la filière du sport est mieux représentée, peut-être plus structurée, et surtout mieux valorisée, notamment par les acteurs économiques et les économistes. Alors, peut-être qu'on a simplement de la chance, voilà, mais je crois qu'il y a effectivement des différences. On est effectivement dans un pays où on a très longtemps considéré que le sport n'était pas véritablement une activité économique, mais était avant tout un domaine qui était subventionné pour l'essentiel par les pouvoirs publics et de plus en plus par une logique de sponsoring des entreprises et des médias. Et cette représentation-là, à laquelle est venue s'ajouter la prégnance de la montée des sports professionnels, d'abord dans le foot et puis ensuite dans d'autres sports de ballon qui se professionnalisent ou qui se semi-professionnalisent. Finalement, tout ça a occupé l'espace médiatique, mais aussi l'espace de recherche de la part des économistes du sport, parce qu'effectivement, les enjeux économiques autour du sport professionnel et la façon dont cet environnement se transformait extrêmement rapidement, tout ça a été porteur et intéressant, et c'est là aussi que allait une bonne part des capitaux. Et donc, je pense que beaucoup ont été portés par cet élan-là. Nous, on venait d'un univers complètement différent, qui était l'analyse plus globale des TPE, des PME, etc. Et donc, quand on a cherché à travailler sur le sujet, d'abord, on n'a pas voulu faire ce que faisaient déjà les autres, et donc travailler dans le sport professionnel. Bon, c'était un peu redoubler ce qui aurait déjà été fait, et on ne pouvait pas en une année acquérir le savoir-faire d'universitaires qui ont travaillé 30 ans là-dessus. Mais en revanche, on pouvait utiliser notre propre savoir-faire d'analyse du tissu économique du pays, du tissu profond, pour essayer de donner une vision plus globale de ce qu'était l'économie du sport. Et là, effectivement, il y avait peu de choses, et donc je pensais lié à la fois à nos pratiques antérieures d'analyse du monde des TPE, PME, etc., donc la culture économique qui est la nôtre, mais également du fait que ça n'avait pas de sens de répliquer ce qui était déjà fait ailleurs. Donc voilà, et puis peut-être que dans notre façon de faire, on a appris que derrière les statistiques, il y a d'autres statistiques, et qu'on a appris où aller les chercher et comment essayer de les faire parler. Et ça nous a été très utile pour ces travaux, de ne pas se contenter de l'approche habituelle qui est reprise par à peu près tout le monde. On peut ajouter que vous avez partagé les résultats de cette étude avec les pouvoirs publics, le ministère de l'économie, le ministère des sports, les différentes autorités publiques qui suivent le sport, parce qu'aussi la comptabilité nationale a une approche qui est assez rustique en réalité de ce qu'est
la filière sport en France? Oui, alors effectivement, c'est très restrictif. Je l'ai dit tout à l'heure, il manque peut-être 15% des entreprises, mais il manque près de la moitié du chiffre d'affaires des entreprises du sport si on prend les catégories de la comptabilité nationale. Donc effectivement, on a essayé de porter ça vers les pouvoirs publics, mais également le Centre de l'économie du sport nous a demandé d'intervenir plusieurs fois, l'Union Sport et Cycle également. Donc je pense qu'aujourd'hui, la façon dont on présente l'économie du sport est jugée intéressante, y compris par les chercheurs et les universitaires dans ce domaine-là. Une question sur le thème de la coopération, même plusieurs questions de nature un peu différente. D'abord, peut-être revenir sur les coopérations entre collectivités, et notamment les coopérations intercommunales, communes étant les premiers financeurs publics du sport en France, et peut-être des perspectives aussi autour des coopérations internationales, voire européennes. C'est une question qui nous est posée là à l'instant. Je n'ai pas trop d'éléments de réponse là-dessus. Sur coopération intercommunale, oui, mais pas sur la... Sur l'intercommunal, je pense que Julien a un peu répondu, mais on peut approfondir, c'est-à-dire que on voit bien aujourd'hui que dans le sport, comme dans beaucoup de sujets, si on fait des investissements commune par commune, on risque de faire du gaspillage d'argent public parce que on va créer dans chaque commune un équipement qui sera dimensionné pour la commune, mais qui ne sera pas nécessairement dimensionné parfaitement pour la zone démographique à laquelle il s'adresse. Et la coopération intercommunale permet de prendre en compte une zone géographique de peuplement qui a beaucoup plus de cohérence, permet du coup de faire des économies d'échelle, donc de faire des équipements de plus belle taille, de meilleure qualité, mais qui vont avoir une plus grande visibilité et donc davantage de public. Et donc on va avoir une efficacité de la dépense publique qui sera bien supérieure. Et ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit monter dans toutes les statistiques, etc. Et là, il y a voilà, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel les collectivités s'appuient. Et de plus en plus souvent, quand elles en finissent avec un équipement qui est très ancien et qu'elles envisagent de faire un équipement plus récent, souvent elles se posent la question de le faire sur une logique intercommunale, quand bien sûr il ne s'agit pas de très grandes communes de type Paris, Lyon, Marseille, etc. Alors sur la coopération internationale, honnêtement, effectivement, on n'a pas beaucoup travaillé sur l'international. C'est dans quelle perspective la question a été posée? C'est une question sur la coopération européenne, mais en fait, à écouter ce que vous dites, c'est d'abord et avant tout un enjeu de coopération territoriale, de proximité entre collectivités, essentiellement entre communes. Oui. Et ce n'est pas une politique européenne non plus, donc il n'y a pas d'enjeu immédiat autour de coopération internationale. Traitons d'abord les sujets dans nos territoires. Oui, voilà. Après, je pense que l'un des sujets, c'est de comprendre aussi que le sport, ça peut être une source de développement économique pour un territoire. On voit il y a des territoires qui investissent dans le sport. Typiquement l'Indre, qui est quand même pas la zone la plus touristique en France, qui a beaucoup investi dans le sport. On voit avec son budget, on voit avec ses investissements, qui a obtenu d'avoir quand même une compétition olympique sur son territoire, qui commence à avoir une visibilité à travers ça. Et donc on voit que le fait d'investir dans le sport peut avoir une rentabilité économique et enrichir la capacité de développement économique d'un territoire. Avec une dimension aussi, on le voit pour l'Inde, d'attractivité du territoire avec des investissements dans le sport. Peut-être pour finir, une dernière question autour des perspectives de croissance et de développement pour nos métiers, pour nos banques populaires, pour nos caisses d'épargne, pour nos métiers de paiement, pour chacun de nos métiers. Une question avec un petit jeu de mots. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'essoufflement qui nous est posé à l'instant là, dans cette croissance et ce développement de la filière du sport en France? Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que les Jeux olympiques et paralympiques de 24 vont constituer un accélérateur
justement pour permettre à cette filière de se structurer, peut-être de parler d'une seule voix, et puis surtout de nous permettre d'encore mieux faire notre métier de banquier, de gestionnaire d'actifs, d'opérateur de paiement, dans ce qui représente 2,6% du PIB aujourd'hui. Bien. Sur la capacité en fait, de ce secteur à parler d'une seule voix, je pense que ça va être très difficile, même si effectivement les Jeux Olympiques sont une sorte de catalyseur. Hein. Mais dans la mesure où c'est pour nous, selon nous, un champion, en fait, la filière sport, c'est une championne qui s'ignore. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les forces qu'elle a et il n'y a pas voilà, de regroupement, de sorte de syndicat qui va permettre de réunir et de faire parler d'une seule voix cette filière. Ensuite, deuxième élément, c'est vrai que c'est un point fondamental. Les élus locaux nous ont vraiment dit qu'ils craignaient que, en fait, après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qu'il allait y avoir une sorte, en fait, que la focale sur le sport allait vraiment changer et que, en fait, ils allaient être livrés à eux-mêmes. Donc, il y a vraiment une crainte aussi de la part des collectivités territoriales que cet engouement autour du sport s'arrête en septembre 2024 après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, le plan des 5000 équipements donc dessiné dans le cadre du plan de relance, donc le plan Macron de 5000 équipements a été favorablement accueilli. Et donc voilà, il y a vraiment une forte appétence des collectivités territoriales, même du monde associatif, des entreprises, à s'impliquer dans cet événement d'ampleur, avec une crainte, une sorte de précipice au lendemain des Jeux Olympiques. Donc, avec aussi des enjeux, ça c'est peut-être le deuxième point, des enjeux aussi de rénovation énergétique. Je pense que c'est le point vraiment fondamental. Il me semble qu'aussi une enveloppe BEI voilà, qui a été négociée par BPCE, donc pour les rénovations énergétiques des équipements. Et donc, c'est vraiment un enjeu majeur hein, dans un contexte inflationniste. Dans la dimension d'héritage, effectivement, voilà. des Jeux Olympiques et Paralympiques est absolument clé. Et les entreprises du groupe BPCE se mobilisent pour contribuer à cet héritage et qu'il n'y ait pas, après la mobilisation de l'été 2024, un creux, mais en revanche, qui est un héritage durable, comme on l'a vu d'ailleurs pour les Jeux de Londres hein, ou de Barcelone, où on voit effectivement que ça peut changer un peu le pays, un peu les territoires, un peu la vie des entreprises partenaires. Et là, il y a très clairement, pour nos réseaux, les caisses d'épargne bien sûr, hein, qui ont un lead sur le sujet, mais aussi les banques populaires qui se positionnent sur les collectivités locales, l'enjeu de financer les infrastructures sportives à travers le financement des collectivités locales, avec des gains énergétiques qui peuvent s'élever en moyenne de 40 à 50%. Et ces installations sportives, évidemment, favorisent la pratique du sport, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Hein, et ça va des terrains de basket 3-3 que nous mettons en place jusqu'à des équipements plus importants. Alain, je te laisse, parce qu'on est au bout de notre exercice, partager le mot de la fin de ce webinaire. Je veux d'abord dire que le sport, il va quand même dans le sens de la transformation de la société. On cherche des préoccupations de santé, des préoccupations d'équilibre, des préoccupations de réalisation de soi. Et donc le sport reste dans le sens de la transformation sociétale. Et donc en ce sens, il reste soutenu par voilà, la dynamique d'évolution du pays. Donc ça reste un élément fort. Le deuxième élément que je pense qu'on doit avoir en tête, c'est que, et c'est un économiste qui parle, le sport, c'est pas que de l'économie, c'est aussi avec toute cette dimension non marchande, je sais pas comment on peut l'appeler, du soft power, je sais pas quoi, mais si on garde pas à l'esprit toujours le fait qu'il y a cette double dimension, on rate nécessairement quelque chose de fondamental à ce que peut apporter le sport au groupe, de façon générale à n'importe quelle entité. Enfin, que dire sinon que vous avez un observatoire qui est disponible sur le site institutionnel de BPCE, donc vous pouvez le lire. Hein, il y a 60 pages, mais c'est très lisible. Hein, c'est très
agrémenté de tableaux de graphiques, de descriptions intéressantes sur les domaines qu'on vient d'évoquer. La focale sur les collectivités locales est vraiment intéressante. Julien et moi, nous pouvons nous déplacer dans la mesure du possible dans des banques populaires, des caisses d'épargne, des filiales pour venir présenter ces travaux. Et donc la logique, c'est aussi de contribuer à travers ces travaux au positionnement du groupe dans l'univers du sport et à ce que voilà, les études économiques apportent leur petite pierre à ce positionnement d'ensemble et à cet investissement très lourd qui a été fait et qu'aujourd'hui il faut rentabiliser et valoriser justement par cette capacité à intervenir, à prendre la parole, à créer de la valeur économique, à développer un business, tout ce que Benoît fait très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc le sport, c'est pas que de l'économie, mais c'est aussi de l'économie. Et donc on pourra retrouver ce webinaire en replay très, très rapidement. Merci encore à tous et à toutes d'avoir été présents ce matin avec nous. Merci Alain, merci Julien.